Salut Mathieu, Salut Valentin, merci de nous merci de ton rejoindre. accueil. Avec plaisir, merci de nous rejoindre en visio cette fois-ci dans la suite de cet épisode, de cette série d'épisodes sur l'euro numérique, les monnaies numériques de Banque centrale et particulièrement l'euro numérique. On vient de terminer l'épisode avec la Banque de France qui nous a éclairci sur certains points et on va justement creuser un petit peu plus avec toi tout ce qui est programmabilité, tout ce qui est l'anonymat et tout ce qui est transactions internationales, puisque tu es avocat. Justement, on a déjà eu l'occasion de te recevoir plusieurs fois sur Cryptost pour parler de NFT et pour parler du e-yuan il y a quelques mois. Et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter ces deux podcasts-là, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, merci Valentin. Donc, je suis Mathieu Quignou, je suis avocat au barreau de Paris. J'ai fait un doctorat en droit international et droit de la propriété intellectuelle. Et je suis actuellement aussi enseignant-chercheur, maître de conférence à l'Université Paris 8 en sciences de l'information et de la communication. Et je m'intéresse beaucoup à la crypto, à la blockchain. J'ai écrit plusieurs bouquins sur ces questions-là. Au NFT aussi, où tu es particulièrement intéressé. Et donc, par les monnaies numériques de Banque centrale, tu as là aussi déjà eu l'occasion, et je mettrai ça en description, d'écrire un dossier pour Cryptost sur ces monnaies numériques de Banque centrale, focus sur le yuan, parce que le yuan est la MNBC la plus avancée aujourd'hui dans le monde. Justement, avant de discuter un petit peu de tous ces aspects, est-ce qu'on peut faire un petit panorama de où on en est dans le monde? Parce que c'est vrai qu'on s'interrogeait avec Adeline Bachelery, donc de la Banque de France, sur la place de la France dans cette course à la MNBC et de l'Europe au global. Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard? Elle nous disait que la France se tenait prêt à se lancer dans la course en 2025. Est-ce que par rapport à ce que font les autres pays, on est dans la course ou on est justement en train de passer le témoin un petit peu loin derrière les autres? Je pense que vis-à-vis de la Chine, on est clairement en retard, hein. Ça, c'est très net. Vis-à-vis des États-Unis, je pense que la stratégie est assez différente. Et pour le coup, les États-Unis, ils peuvent faire ça de manière très rapide. Ils ont quand même, c'est un système fédéré, hein, mais au niveau de de la logique monétaire, ils auront une marge de manœuvre bien plus importante que l'Europe, qui est une construction qui est récente, qui a eu des difficultés aussi pour créer un euro, qui est certes récent, mais qui a posé aussi un certain nombre de difficultés au niveau de la création, au niveau des traités, et qui va certainement nécessiter des accords multinationaux, ce qui ne sera pas le cas aux États-Unis. Donc déjà, en rajoutant à cet inconvénient institutionnel de la construction européenne, on va dire un retard technique relatif et stratégique, à mon avis, au moment de vraiment déployer cet euro numérique éventuel, ça peut être très compliqué par rapport à d'autres acteurs qui sont également sur le pied de guerre et qui, eux, s'ils le souhaitent, peuvent vraiment réajuster au dernier moment, comme les États-Unis. Voilà. Après, sur d'autres acteurs un peu plus petits, on a vu des projets, notamment en Suède, qui sont assez bien avancés. Il y a des pays aussi qui ont fait des choix complètement différents. Le cas du Salvador est très intéressant de s'appuyer sur Bitcoin. Donc là, c'est presque une alternative à une monnaie numérique de banque centrale. C'est la réexploitation d'un protocole blockchain dans une démarche d'intégration de celui-ci dans un système économique. Donc, c'est voilà. Des pays les plus proches de nous, c'est la Suède, effectivement, qui lead la MNBC. En tout cas, oui, dans l'écosystème un peu européen, oui, c'est vraiment eux. Moi, je pense que l'Angleterre va. Alors, eux, ils viennent de sortir de l'Union européenne récemment. Ils avaient déjà pas l'euro, hein, mais ils vont certainement être aussi des acteurs majeurs dans ce domaine-là. Alors, c'est encore un petit peu confidentiel tout ça, hein, mais je pense que ça va certainement être un acteur central, le Royaume-Uni, à ce niveau-là. Et quand on parle des MNBC, effectivement, la première chose, la première source d'inquiétude qui vient très vite, c'est la traçabilité, la perte de vie privée, ou en tout cas le recul de la vie privée. Et puis en avantage, c'est peut-être effectivement la capacité à libeller, on en discutera tout au long de cet épisode, peut-être plus de contrats en euros à travers le monde. Toi, de ton point de vue d'avocat, quand on parle de monnaie numérique de banque centrale, quelle qu'elle soit, euh, qu'est-ce que tu penses en premier? Pour moi, c'est utiliser des technologies assez proches de celles de la blockchain, tout particulièrement les aspects liés à la programmabilité, à la question de la transparence et au seuil d'émission, dans un cadre qui n'est pas du tout décentralisé, mais qui est pleinement recentralisé.
Alors ça, c'est une vraie question aussi. Est-ce que ces monnaies numériques de banque centrale vont être aussi centralisées que les banques centrales, enfin que les modèles de banque centrale, ou est-ce qu'on va réinjecter finalement avec les nouveaux possibles techniques une approche un peu plus démocratique, distribuée finalement au sein des populations, comme on peut l'imaginer aussi dans des logiques de démocratie plus directe. Ça, c'est un possible qui est permis par la technologie. Est-ce que certains États vont faire ce choix-là? Ce serait superbe qu'on ait ça en Europe. Enfin, moi, j'adorerais ça. J'y crois assez peu par rapport aux déclarations que j'ai entendues pour l'instant, mais on peut, en tout cas, j'imagine, pousser dans ce sens-là et faire des contre-propositions qui seraient cette fois-ci bottom-up. Voilà, ça c'est un espoir. Mais on a eu la déclaration d'Edward Snowden sur ces questions-là, qui disait que pour lui, c'était vraiment l'antithèse de Bitcoin et des blockchains publiques qui sont décentralisées. C'est assez juste, puisque ça donnera un pouvoir d'administration important à des États ou à des banques centrales, ou en tout cas aux institutions qui seraient des nœuds validateurs pour regarder les différentes transactions, bloquer éventuellement des sommes, voire même complètement rapatrier des sommes au sein du réseau. Et donc ça peut être, enfin, c'est vraiment l'antithèse même d'une logique de validation distribuée. Parce que les deux points les plus importants aujourd'hui, ça peut être effectivement la transparence qu'apporte la blockchain et de l'autre côté, la programmabilité. Et ces deux outils technologiques, on en fait ce qu'on en veut pour le meilleur et pour le pire. C'est ça en gros. C'est tout à fait ça. Programmer quelque chose dans une logique distribuée avec une volonté aussi de pouvoir être dans des échanges pair à pair, avec justement cette question du double paiement, c'est pour éviter un intermédiaire. Pouvoir dépasser le problème du double paiement, c'est ça. Donc ça, c'est dans une logique de pair à pair. Donc on n'a pas besoin normalement en fait d'avoir un intermédiaire qui va valider. Donc ça, c'est vraiment la base structurelle du Bitcoin. Si on rajoute de la programmabilité sur ça, on peut complexifier ce type d'opération. Mais si on rajoute effectivement un intermédiaire, bon, on peut programmer peut-être de pair à pair, mais il y aura toujours cet intermédiaire qui tiendra le réseau, qui pourra décider que finalement, l'opération qui a été programmée, on la déprogramme, ou bien qui force l'exécution d'un contrat, ou inversement empêche l'exécution de ce contrat. La question après, c'est finalement celle de l'administration du protocole. Et pour la transparence, oui, effectivement, là, elle est de fait sur la grande majorité des protocoles, hein, sauf ceux qui utilisent la preuve à divulgation nulle de connaissances, là, le ZKP. Je vois mal un système qui fonctionnerait en ZKP. Hein. Je pense alors que ce serait une très bonne chose pour tout ce qui relève, à mon avis, de l'identité. Et il y aura forcément, à mon avis, à terme, un croisement entre ces monnaies numériques de banque centrale et la gestion de notre identité. Et c'est d'ailleurs une question qui commence déjà à être évoquée en Chine entre le croisement du crédit social et des monnaies numériques de banque centrale. On risque de voir apparaître ça aussi au niveau européen à terme. Et oui, c'est amusant, d'autant que dans le rapport qu'a émis la Banque de France il y a quelques mois, on en parlait là aussi avec Adeline Bachelery en juillet dernier, que je mettrai en description, ils évoquent le ZKP. C'est amusant de le voir dans ce rapport-là et j'espère qu'il sera retenu en partie, mais c'est compliqué de le savoir aujourd'hui. Et l'un des arguments phares du déploiement de cet euro et des MNBC en général, nous disait là aussi Adeline Bachelery de la Banque de France, c'est la souveraineté, puisqu'aujourd'hui, les acteurs privés prennent la main sur beaucoup de paiements avec les fintechs et autres boîtes privées dans ce secteur-là. Est-ce que c'est un réel argument, selon toi, d'émettre une MNBC pour reprendre la souveraineté sur ces boîtes privées qui peuvent être plus dangereuses pour les utilisateurs en revendant des données, ou est-ce que c'est un faux problème? Il y a la question du Libra et du Diem, enfin de ce qui avait été lancé par Facebook, qui est un petit peu en pause. Hein. On va dire que les États-Unis étaient tellement défavorables que ça a quand même vraiment bloqué
bloquer la poursuite de ce projet-là. Mais là, effectivement, on était face à des entreprises déjà très implantées, avec un réseau d'entreprises qui incluait des entreprises de multisecteurs et très puissantes. Et effectivement, si on avait croisé les données dont elles disposent déjà, les données personnelles qui sont sur les différents réseaux sociaux, les données bancaires préexistantes, puisqu'il y avait par exemple Visa comme partenaire, et qu'on croise ça avec une monnaie numérique, ça peut être effectivement un problème de souveraineté, puisque là, on a vraiment en face d'un État une méta-puissance avec des entreprises de tout secteur qui, en plus, vont obtenir des données bancaires et vont avoir la main justement sur cette administration, sur la possibilité de geler des avoirs. Donc, sur ce plan-là, ça se pose. Après, par rapport aux crypto-monnaies actuelles, on est quand même sur des activités qui sont un peu plus monosecteurs. Je ne pense pas que ce soit vécu forcément comme un risque de souveraineté. Après, quand on voit effectivement Bitcoin et le Salvador, que ce soit vécu comme, par exemple, une monnaie qui est mise au même niveau que le dollar dans un pays comme celui-là, et comme monnaie officielle, c'est très intéressant et ça peut être vécu comme un concurrent potentiel. Après, c'est surtout entre monnaies numériques de banque centrale qui risque d'y avoir une concurrence féroce, je pense. Alors ça, c'est un vrai point. Hein. Et dans les contrats internationaux, quand il s'agira de libeller un contrat en yuan ou en euro, finalement, la question qui va se poser, c'est aussi celle à la fois des garanties qui sont proposées par cette monnaie, parce que si on sait par exemple que, alors là c'est vraiment des hypothèses, hein, mais à supposer que la monnaie d'un État X soit bien connue pour vraiment être facilitatrice pour geler les avoirs et favoriser ses ressortissants, peut-être que ce sera un élément bloquant et qu'on ira sur une monnaie qui sera vécue comme plus neutre. C'est pour ça que des pays, par exemple comme la Suisse, qui sont très habitués notamment à proposer des sièges d'arbitrage, des lieux un petit peu pour régler les différends avec une vraie neutralité, peuvent aussi tirer leur épingle du jeu et proposer une monnaie numérique de banque centrale qui mette d'accord différentes parties dans un contrat international. Parce qu'aujourd'hui, quand on fait un échange entre justement transfrontaliers, parce que c'était aussi l'un des enjeux importants, comment ça fonctionne ces traités, comment ça fonctionne ces échanges et en quoi justement avoir un e-euro demain pourrait nous permettre d'être plus compétitifs et en quoi cette e-yuan, pour certains, pourrait être le début de la fin du dollar, justement grâce à sa capacité à être programmable. Alors, un vrai point, c'est alors aujourd'hui, le dollar, hein, c'est vécu comme un élément d'extraterritorialité potentielle. C'est-à-dire que le droit américain va pouvoir s'appliquer dès lors que le dollar est visé dans un contrat. On a eu déjà des situations comme ça où les juridictions américaines se sont reconnues compétentes pour connaître d'un différend entre des entreprises qui n'avaient rien à voir avec les États-Unis, qui étaient de pays étrangers, pour une opération qui a été faite dans un pays étranger aux États-Unis. Et pourtant, les juridictions américaines se sont reconnues compétentes parce que le dollar était visé dans le contrat. Elles ont considéré que c'était un point de rattachement suffisant. Alors, les seuls qui ont la puissance aujourd'hui pour faire ça, ce sont les États-Unis. Mais dans une hypothèse où on aurait des monnaies programmables et que les contrats seraient libellés, enfin, ils ne seraient pas libellés, ils seraient programmés en fait. Les contrats seraient programmés sur ces monnaies, en partie, hein, la partie automatisée, donc la partie versement des sommes, la partie potentiellement clause suspensive, donc un événement se passe dans le monde réel, on a, enfin dans le monde réel hors blockchain, un oracle ou une institution qui a un rôle d'oracle donne une information et ça lève la condition suspensive, on verse les sommes. Cette opération-là, potentiellement, si c'est administré par une monnaie numérique de banque centrale spécifique et qu'il y a un red flag, il y a une information qui dit voilà, attention, on bloque tout, on gèle tout, il y a un vrai problème. Ça, c'est un vrai point qui se pose. Et là, on n'aurait pas simplement le dollar finalement et la puissance américaine qui dirait écoutez, nous, on est les plus puissants aujourd'hui, on se permet absolument tout et dès lors que le dollar est visé, nous, on se reconnaît compétent. Là, on aurait n'importe quelle banque centrale sur laquelle opère ce contrat qui pourrait dire écoutez, nous, on administre votre contrat puisqu'il est réalisé techniquement, il est programmé sur notre monnaie.
On a décidé qu'il y avait une suspicion de fraude ou que potentiellement le partenaire a fait une action en justice et on est à un niveau de référé et nous on considère que là il faut geler. Cette monnaie-là, numérique de banque centrale, pourrait bloquer. Donc, si c'est une banque centrale, mettons européenne, c'est une chose. Si c'est une banque centrale chinoise, c'en est une autre. Et donc, ça devient un vrai enjeu. Au-delà même de l'aspect juridictionnel. C'est un peu pré-juridictionnel et pas juridictionnel. C'est-à-dire qu'on va certainement avoir des institutions qui vont se permettre d'opérer à ce niveau-là pour limiter aussi peut-être leur responsabilité, puisque dès qu'un élément leur sera soumis, elles vont se sentir aussi l'obligation de verrouiller la situation avant de la débloquer, dans un sens ou dans l'autre. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a effectivement quelque chose de similaire qui doit être fait, je pense par exemple, parce que les acteurs privés sont encore bien en place aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il doit y avoir, le processus est plus long pour geler des fonds, par exemple, ou pour annuler une transaction, que si c'était tout de suite un oracle qui mettait fin à la transaction, en fait. C'est ça le danger. Disons que là, aujourd'hui, pour geler des fonds, il faut aller voir une juridiction, il faut enclencher une procédure, après, il faut aller voir une banque qui est peut-être pas toujours dans le même pays, il faut avoir ce qu'on appelle une reconnaissance de la décision de l'autre pays pour pouvoir opérer. Ça peut être des processus assez longs. Il faut aussi identifier l'endroit où sont les fonds du partenaire. Ça peut être complexe, surtout s'il y a un différend et que la personne a fait en sorte de créer une forme d'insolvabilité ou qu'elle a déplacé les sommes dont elle a disposition dans un paradis fiscal, un peu à l'abri des regards. Bon, ça crée des éléments de complexité. Si on est sur un réseau bien spécifique avec finalement des monnaies numériques de banque centrale avec un contrat programmé, un déblocage progressif, on peut tout à fait imaginer que l'administrateur, l'État ou la banque centrale décide que dans cette situation-là, elle gèle tout et on a un seul point, un seul interlocuteur. Et finalement, son pouvoir par rapport à une opération comme ça est central. Et peut privilégier aussi à un instant T certains opérateurs plutôt que d'autres. Et quand tu citais tout à l'heure des points de programmabilité, justement, geler des fonds, avantager ses ressortissants, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de concret, de programmable sur ces monnaies numériques de banque centrale? Alors, par exemple, déjà, geler des fonds, c'est quelque chose qui est tout à fait possible sur des smart contracts à l'heure actuelle. Pour les smart contracts administrés, on le fait. Hein. On peut imaginer aussi pour les jetons secondaires, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les ICO, les Initial Coin Offering. On est sur des jetons un peu qui correspondent à des produits, à des utility tokens. On a aussi des security tokens. On va vraisemblablement avoir ça sur les monnaies de banque centrale. Ce sera beaucoup plus facile, en tout cas pour les security tokens, d'avoir des systèmes comme ça que actuellement avec la blockchain. Parce que aujourd'hui, ce qui est demandé par une bonne partie des États, c'est d'avoir un suivi absolu sur la personne qui détient en fait ces jetons instruments financiers. En France, par exemple, il faut que ce soit fait globalement sur une blockchain administrée, voire une blockchain privée. Donc, ça limite vraiment l'intérêt de faire du security token en France. Mais dans une hypothèse où on aurait des monnaies de banque centrale, on aurait ça. Et donc, on peut tout à fait imaginer que des security tokens soient gelés, soient réappropriés par la banque centrale pour se payer. On peut aussi avoir des situations fiscales très intenses. C'est-à-dire qu'on peut avoir une programmabilité de la fiscalité dans des opérations comme ça. Et ce qu'on appelle aussi les prix de transfert, c'est-à-dire qu'on va vraisemblablement aussi, ça c'est un gros problème qu'on a à l'international, c'est de savoir finalement à quel pays va revenir notamment la fiscalité sur un produit. Par exemple, un produit est créé sur 10 pays différents, avec un pays qui va construire l'aspect électronique, l'autre qui va faire le montage du produit, l'autre qui va apporter la propriété intellectuelle, etc., etc. Et donc, le produit se balade et on va essayer de dire, voilà, sur tel produit, il y a eu tant d'argent qui a été réalisé. Comment est-ce qu'on réaffecte finalement la plus-value qui a été réalisée dans tous ces pays, avec quelle taxe et quel fisc finalement national va obtenir l'argent.
Donc ça, c'est quelque chose qui va pouvoir être automatisé et qui, de fait, sera beaucoup plus transparent. Et là, on risque d'avoir des traités qui seront opératoires sur ces questions-là. Ça, c'est intéressant. Je pense que ce n'est pas forcément un mal sur ce point-là. Les MNBC ont beaucoup de défauts, mais sur ça, ça risque d'être peut-être un peu fluidifié un certain nombre de choses, voilà, potentiellement. Et tu en as touché un mot au tout début, et c'est aussi un des points d'attention sur lesquels tu portes toi ton attention, c'est qui, si toutefois il y a participation de plusieurs institutions ou plusieurs personnes, possèdent les nœuds, parce que tout ça, ça sera possible si la majorité du réseau décide justement de sanctionner telle ou telle chose de telle manière, ou pareil, hein, tout ce qui est transparence, si une partie du réseau a la majorité de ce réseau, eh bien, de pouvoir regarder ce qui s'y passe, notamment. Aujourd'hui, toi, donc, tu portes ton attention sur comment ça va être distribué. Est-ce qu'on va avoir des nœuds que nous, tout le monde, en tant que citoyen européen, on pourrait avoir un chez soi, ou est-ce que ça sera des institutions très connues aujourd'hui qui conserveront la main dessus? Euh, on vient donc de dire quelques points que ça peut changer. Est-ce que ça peut changer d'autres choses et en quoi c'est si important que ça de décentraliser cette MNBC, sachant qu'aujourd'hui, le système bancaire, il est centralisé au possible par des acteurs privés et que ça fonctionne, si on veut à faire très simple. Je pense que c'est un point important pour la question de la confiance dans la MNBC sera centrale. Et les MNBC qui seront choisis au niveau international dans ces contrats internationaux seront celles qui techniquement seront fluides, mais aussi dans lesquelles les personnes et les opérateurs économiques auront confiance. Et je pense que les personnes auront plus confiance dans des règles qui sont préétablies et qui sont vérifiées de manière distribuée par des opérateurs de styles divers, qui peuvent être des particuliers, des institutions, des non-profit, même des entreprises, et pourquoi pas aussi, bien évidemment, des institutions publiques, que dans une structure qui serait centrale, unique, et qui aurait un droit un peu unilatéral de bloquer ce qu'elle veut sans règles préétablies, simplement en fonction de ses intérêts et d'une balance d'intérêts entre la crédibilité de sa monnaie numérique de banque centrale et son intérêt immédiat à voir une opération réalisée ou stoppée. Et ton autre point d'attention, et ça va exactement dans le même sens, c'est la vie privée et c'est la transparence. On a justement ce qui dicte un petit peu l'écosystème crypto aujourd'hui, c'est le manuel du mouvement des cypherpunks qui disait ceci: la vie privée est nécessaire pour une société ouverte à l'ère électronique. La vie privée n'est pas un secret. Une affaire privée est ce qu'un individu ne veut que le monde entier sache, mais une affaire secrète est ce qu'un individu ne veut que quiconque sache. La vie privée et le pouvoir de se révéler sélectivement au monde. Ça dépendra justement de qui a les nœuds et de comment sont mis en place les MNBC. Est-ce que là aussi, la vie privée qui est déjà un petit peu réduite par la monnaie scripturale, l'utilisation de la carte bancaire et tout ce qui s'ensuit, mais qui est conservée parce qu'on a le cash et d'autres moyens de paiement alternatifs, serait menacée par les MNBC et peut-être justement par leur extension au maximum avec la disparition du cash, même si on nous a assuré à la Banque de France que ça ne disparaîtrait pas. Alors, et c'est plusieurs questions intéressantes. Alors, effectivement, je vais commencer par l'aspect peut-être le moins problématique techniquement. Effectivement, sur la disparition du cash, bon, ça, c'est vraiment des décisions politiques, hein. On voit qu'il y a moins d'usage du cash, hein, du liquide, et que finalement, ce type de monnaie numérique est un peu étant donné que bon, ça rend un petit peu plus physique la monnaie numérique. Ça l'identifie, en fait, ça la tokenise. On est sur une hypothèse où finalement on n'est plus sur des lignes qui sont détenues par des banques commerciales. Donc ça peut avoir un aspect rassurant et se substituer finalement à de l'argent liquide unitaire sur des billets, sur des pièces. Bon, ça c'est une chose. Effectivement, il y a quand même quand on paye en liquide, on a l'impression de ne pas être sous les radars particuliers, on a l'impression de pouvoir acheter à peu près ce qu'on veut et d'être dans une forme d'anonymat dans l'opération commerciale. Ça, c'est une chose qui vraisemblablement ne sera pas répliquée sur les monnaies numériques de banque centrale, même si beaucoup d'entre elles ont fait un effort de présentation pour dire que
par défaut, elles allaient chercher à maximiser l'anonymat. Mais ça, c'est comme sur Internet, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a une décision de justice, dès lors qu'il y a un soupçon particulier, on va avoir vite des lois spéciales, des lois anti-terrorisme, des lois anti je ne sais quoi, qui vont justifier des levées d'anonymat. Et ça, c'est à peu près certain. Comme on le voit aujourd'hui pour les adresses IP. Il sera aussi facile de lever l'anonymat sur une clé publique que sur une adresse IP. Après, sur les crypto-monnaies actuelles, on est aussi sur des situations avec une pleine transparence sur la clé publique de l'émetteur, la clé publique du récepteur, le nom de l'opération. Les smart contracts peuvent être aussi publics. Alors ça, c'est moins systématique, mais il y a en tout cas, l'identifiant du smart contract est public. Sur la majorité des cryptos, à part deux, trois qui sont axés sur ZKP, sur le chiffrement homomorphique ou des choses comme ça. Donc, mais ça, c'est des points sur lesquels il faudrait être particulièrement vigilant. Mais à partir du moment où c'est administré par des banques centrales, je vois difficilement comment éviter des lois spéciales, très sincèrement. Ça me paraît, voilà, là, il y aura certainement une perte de, 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 de droits aux propriétés intellectuelles, de droits sur les données personnelles, et surtout un croisement entre différentes données, ce qui va être inquiétant, quoi. C'est-à-dire que les informations sur l'état civil, les informations sur la navigation sur Internet et les informations bancaires vont vraiment être à la merci, en tout cas, d'États. Alors, bon, dans des États démocratiques, on peut considérer que ce n'est pas catastrophique et que de toute façon, les institutions sont déjà soumises à des règles comme ce qui est le cas en Europe, les institutions publiques et l'État est soumis à RGPD. Ce n'est pas le cas, par exemple, en Chine, où l'État est absolument pas concerné par l'équivalent chinois de RGPD. Les entreprises, oui, sont soumises à un équivalent chinois de RGPD. Par contre, ce n'est pas le cas de l'État. Donc ça, oui, dans des pays comme ça, c'est beaucoup plus inquiétant, je pense, en tout cas pour les populations, si tant est qu'elles soient, elles, vraiment concernées par ce type de liberté. Voilà. Et dans l'écosystème crypto et même dans l'écosystème économique, financier et ailleurs, on voit bien qu'il y a un engouement pour ces MNBC en règle générale, parce que c'est là aussi une nouvelle manière d'échanger. Et on vient de comprendre pourquoi avec toi et sur les 2 derniers épisodes. Mais est-ce que on est en train de vivre une révolution importante qui pourrait restructurer un peu la géopolitique mondiale avec qui va être là le premier et de quelle manière, justement? Ou est-ce qu'on est en train de s'attarder sur quelque chose qui n'est pas si important que ça et qui ne va pas bouleverser la face du monde, en fait? Moi, je pense que les MNBC, c'est quelque chose de très important. Je pense qu'il y a aussi un autre élément qui est important à croiser avec les MNBC, c'est le protocole New IP. C'est une proposition qui a été faite par les Chinois au niveau d'un institut de normalisation qui s'appelle ITU pour proposer en fait une alternative à TCP/IP. Et donc, au lieu d'avoir une logique internationale, on aurait des logiques nationales, territoriales, avec des embranchements en fait entre Internet locaux, voilà, qui feraient un peu comme des partenariats entre eux et partageraient les choses. Les MNBC, c'est une logique un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout sur une monnaie internationale, on n'est pas du tout comme avec un Bitcoin qui traverse les frontières, on est sur quelque chose qui est administré par des États qui vont se brancher entre eux, faire des coopérations, faire des accords spécifiques, essayer de trouver des interopérabilités entre eux. Voilà. Et donc, oui, on est sur quelque chose de central. Et je pense que par exemple, par rapport aux relations avec des pays africains, les MNBC les plus puissantes vont attaquer ce marché-là un peu en priorité. Voilà. Surtout qu'il y a tout un travail de reconstruction au niveau monétaire dans l'Afrique francophone autour du franc CFA. Donc, vraisemblablement, s'ils n'arrivent pas avec une solution technique poussée, qui arrive aussi à trouver un consensus au sein de ces pays-là, on va certainement avoir des pays un peu prédateurs autour qui vont proposer leurs solutions. Et dernière question que je t'avais déjà posée il y a quelques mois justement sur le yuan, mais ça change tellement que peut-être que ton point de vue il a évolué. Est-ce que les MNBC, et par leur nature un petit peu crypto, par le fait qu'on va tous avoir un wallet
et puis peut-être qu'il sera émis sur une blockchain. Ça sera une bonne pub pour Bitcoin pour tous ces points-là, et parce que les gens voudront préserver, si ça part du mauvais sens, dans certaines parties du globe, leur anonymat et tout ce qui va avec, ou est-ce qu'au contraire, ça va être très répressif d'un point de vue régulation, et donc que ça va pas tuer Bitcoin, parce qu'il y en a qui ont essayé, ils n'ont pas réussi, comme dit la pub, mais que ça risque de l'affaiblir un petit peu plus. C'est une vraie question. Alors bon, en tout cas, si on prend l'exemple de la Chine, on a vu ce que ça avait donné, le fait qu'ils s'avancent beaucoup sur les MNBC, que leur projet bon, soit en route là maintenant. Ils ont absolument tout interdit et on voit bien que là, l'idée, c'est de bannir Bitcoin, que ce soit au niveau du minage, des transactions, des exchanges qui traiteraient de ces questions, tout en poussant énormément la technologie blockchain. Donc effectivement, sous cet angle, on peut imaginer que les États qui investissent sur ça vont essayer de limiter la concurrence. Au niveau européen, on l'a déjà vu sur les stablecoins. C'est-à-dire que les stablecoins sont très, très mal vus par la BCE, alors qu'on va dire qu'au niveau de la Commission européenne, il y avait une ouverture vis-à-vis des stablecoins. Dans le règlement MiCA, on ne peut pas dire que le règlement MiCA soit complètement opposé aux stablecoins. Et d'ailleurs, il y a eu une petite confrontation sur ce point entre la BCE et la Commission européenne. Donc ça, c'est une affaire à suivre. Et moi, j'ai un goût tout particulier pour les stablecoins algorithmiques. Je trouve des choses comme Ampleforth fascinantes. Après, ce serait aussi intéressant de voir des monnaies numériques qui seraient indexées sur de nouvelles manières de penser l'inflation. Ça, c'est des choses qui pourraient être conçues et qui pourraient justifier aussi une limitation territoriale dans la mesure où les populations ne fonctionnent pas toutes de la même manière, ne consomment pas toutes de la même manière, et donc pourraient justifier finalement des enclaves territoriales monétaires. Mais au-delà de ce point-là, bon, ça me paraît un peu plus discutable en l'état actuel. Voilà. Après, le Salvador est un peu un point qui permet de se dire que bon, peut-être que Bitcoin trouvera aussi, vis-à-vis de quelques pays qui n'auraient pas non plus l'infrastructure nécessaire pour avoir une belle monnaie numérique de banque centrale concurrentielle, un outil de choix décentralisé et qui commence aussi à avoir des vraies incidences au niveau géopolitique. Donc, il y aurait certainement peut-être des pays qui vont se mettre sur cette base-là comme une sorte de monnaie commune, universelle, voilà, déterritorialisée. Ouais, c'est vrai que ça va être amusant à observer, voir qui des MNBC ou du Bitcoin et des crypto-monnaies vont réussir à se maintenir dans le temps et à avoir du volume. Merci beaucoup, Mathieu Kinou. En tout cas, c'est ce qu'on verra justement dans ce quatrième épisode avec le point de vue économique, voir ce que ça changera d'utiliser ces MNBC, d'avoir un e-euro, d'avoir un monde avec un yuan, peut-être un e-dollar et d'autres parties, d'autres contrées avec un Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies. Et ça sera tout aussi passionnant dans le dernier épisode. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Valentin.